On dit souvent que le temps rend tout plus noble, qu'avec assez de recul, même le vide peut ressembler à du sens. Il suffit de quelques années, d'un bon montage et d'un narrateur avec une voix grave pour transformer une connerie en un symbole. Une chute en manifeste, un pétard dans l'anus en critique du système. C'est pour ça que je suis quasiment sûr que dans 50 ans sur YouTube, quand les créateurs seront les enfants de nos enfants, je suis quasi sûr qu'il y aura des vidéos philosophiques sur Jackass. On appellera ça l'art du risque. On vendra ça comme des performances subversives, des poètes du chaos, des génies incompris qui se lançaient des tasers dans les couilles pour dénoncer le capitalisme. Et parce qu'on aura besoin d'y croire, on dira que c'était profond, avec des titres bien putaclic. Ces artistes ont tout risqué pour réveiller les consciences, et une voix off planante qui racontera tout ça sur un fond de piano mélancolique, avec des images d'archives compressées et un fondu noir entre chaque punchline. On mettra du sens là où il n'y en avait pas, parce qu'on est comme ça. Mais parfois il existe des gens qui ont fait des choses folles et qui savaient exactement pourquoi. Des gens qui n'ont pas eu besoin d'un fond musical triste ou d'un filtre vintage pour que leur acte ait du poids. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler de moi. J'ai envie de vous parler de l'un d'entre eux. Voyez cette vidéo comme un petit amuse-bouche entre deux plats. Un petit crackers avant le prochain gigot de 6 heures. Et franchement, on est sur un truc assez incroyable. Et j'ai vu aucun youtubeur francophone traiter l'incroyable vie de ce monsieur. Donc on est vraiment sur un truc inédit. Je me fous pas de vous, sans déconner. Allez, c'est parti. Son nom, Tae-Ching Hct. On va l'appeler Sam, parce que certaines personnes l'appelaient comme ça. Certaines personnes, dont moi. Bref, Sam voit le jour le 31 décembre 1950 à Taïwan. À ses côtés, 14 frères et sœurs, une famille modeste et un père militaire. Taïwan, à cette époque, c'était pas une carte postale. C'est une île sous loi martiale, où on traque le communisme comme une maladie, où on censure, on arrête, on enferme. Cette période porte un nom, la terreur blanche, à ne pas confondre avec perte blanche. Une société fermée, contrôlée, silencieuse. Au milieu de tout ça, Sam grandit, comme un arbre dans la ville. On sait très peu de choses sur son enfance, Sam en parle peu, voire pas du tout. Ce qu'on sait, c'est que l'école, c'était pas son truc, aucun intérêt pour lui. Il déteste les cadres, les règles, les institutions. Alors à 17 ans, il claque la porte. Il quitte le lycée sans diplôme, sans plan, juste avec un rejet profond de ce monde trop bien rangé. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être perdu ? Pas juste un peu paumé. Je parle de cette sensation de ne pas être à votre place, sans savoir non plus où aller. Si oui, alors vous partagez un point commun avec le Sam de cette époque. Taïwan, pour lui, c'était une boîte trop étroite, trop carrée, trop fermée. Mais faut bien vivre, alors Sam décroche un job, ouvrier sur des cargos. Les mains noires, l'odeur du métal, de la mer, de la sueur. Un métier dur, surtout pour un gars de 20 ans à peine, mais ça paie les factures. Et le soir, malgré la fatigue, Sam, il peint. Il peint comme on crie, comme on cherche de l'air. Il apprend seul, griffe d'étoiles brutes, sans méthode, juste avec ses tripes. Mais c'est clairement pas un franc succès. Les galeristes ne captent pas ce que Sam essaie de transmettre. Une peinture brute, instinctive, violente. Et c'est là que vient la première leçon. Une leçon qu'on oublie souvent. Des fois, c'est pas toi le problème, c'est juste l'endroit. Taïwan, c'est trop poli, trop classique et pas assez ambitieux. Alors à 24 ans, Sam refait une nouvelle fois son baluchon. Il se dirige vers les quais, mais cette fois-ci, c'est pas pour le boulot, mais pour quitter Taïwan. Direction les États-Unis d'Amérique. Sans papier, ni sans même parler anglais. Sam immigre de façon illégale. « 1978. Sam vit à New York depuis 4 ans. Il est invisible, sans papier, sans attache, sans statut. Il y a bien la statue de la liberté, mais... Lui qui rêvait de la grande Amérique la côtoie depuis les sous-sols délabrés. Sam se sent une nouvelle fois perdu. Ses petits jobs clandestins lui permettent tout juste de survivre dans une ville qui bouge constamment, rongé de l'intérieur par un mal-être profond qu'il n'arrive plus à exprimer à travers la peinture. Il sent qu'il a besoin de plus que des toiles et des pinceaux. Et si cette fois, la toile, c'était lui. Alors Sam décide de faire quelque chose d'irréversible. Une idée simple, brutale. Et il construit une cage, 2 mètres sur 2, un lit, un seau pour les besoins, une fontaine à eau et rien d'autre. Pas d'écran, pas de musique, pas un mot. Et pendant 1 an, il reste là, enfermé. Chaque jour, un ami vient vérifier qu'il respecte bien les règles. Il prend une photo, toujours la même. Le temps devient alors un rituel, un processus immobile. Parfois, des visiteurs viennent, des curieux, des artistes. Ils peuvent le regarder à travers les barreaux. Sam ne leur adresse pas un seul regard. Il est présent mais absent, visible mais intouchable. Et lentement, le milieu underground new-yorkais commence à murmurer son nom. Pas à cause d'un scandale, pas à cause d'un buzz, juste parce qu'un homme est en train de ne rien faire. Pendant 1 an, il ne parle pas, ne lit pas, ne crée rien. Il vit dans un espace plus petit qu'un ascenseur, sans distraction, sans évasion, sans triche. Il racontera plus tard que cette année a été terrible, pas douloureuse physiquement, mais mentalement dévastatrice. Il dira « Je suis allé au bout de moi-même, j'ai connu le vide et j'ai tenu ». Il ne voulait pas faire une œuvre, il voulait être l'œuvre. Lui-même, le temps, l'attente, l'absence. Et à la fin, il n'y a pas de grand discours, juste un certificat signé, daté, attestant
j'ai tenu. À la fin de l'année, Sam sort de sa cage. Il ne fait pas de conférence, pas d'interview, pas de documentaire, juste un papier signé, une preuve administrative que l'expérience a bien eu lieu, que le monde continue sa course et lui, il retourne à l'ombre. Mais quelque chose a changé. Pas dans les journaux, pas sur son compte en banque, en lui. Il a tenu, il a fait ce que personne n'a jamais fait, et il a compris que l'art n'a pas besoin de bruit pour marquer. Il a compris que dans un monde qui exige qu'on parle, le silence peut devenir un cri. Et c'est ça le point de départ d'un truc encore plus fou, parce que c'est clairement que le début. Un an plus tard, nouvelle performance, et celui-ci est encore plus dingo. Pointer toutes les heures sur une horloge industrielle avec une petite carte. Pas une fois par jour, pas chaque matin, chaque heure. Y compris la nuit, même quand il dort. Il se réveille, se lève, va jusqu'à la pointeuse, insère sa carte, tire un levier, prend une photo de lui. Encore et encore. 8760 fois. Une photo par heure. Au fil des mois, le corps enregistre les dégâts. Il perd le sommeil, sa pensée se fragmente, son rythme biologique se dérègle. Il dira plus tard « Je ne vivais plus que dans l'heure suivante ». Il rate 133 pointages sur les 8760. C'est peu. Trop peu en fait. C'est pas de l'art, c'est de la discipline martiale. Ça fait quand même sacrément relativiser sur notre rapport au sommeil. C'est un enfer discret, c'est l'épuisement sous néon, c'est l'injonction moderne à rester fonctionnel à chaque instant. Et pourtant, personne ne le voit. Il ne poste rien, il ne vend rien. À la fin, il sort simplement une œuvre. Une vidéo de toutes les photos. 8267 visages fatigués. Et une phrase comme une gifle douce. J'ai tenu. Pas de repos pour les braves puisque Sam enchaîne avec une autre performance qui est de loin ma préférée. Le 26 septembre 1981 et durant une année entière, après s'être enfermé, après s'être réveillé chaque heure pendant un an, après avoir fait exploser son sommeil, sa pensée, son corps, Sam décide de sortir. Mais pas juste prendre l'air, non. Sam sort pour un an, littéralement. Il ne veut plus de murs, plus de règles, plus de cadrans, plus d'alarmes, plus de barreaux. Il veut le monde sans abri. Il veut se fondre dans l'extérieur, vivre une année entière sans entrer nulle part. Aucun toit, aucun mur, aucun refuge. Il dort sur des bancs, se lave dans les toilettes publiques, se réchauffe avec sa propre respiration. Et chaque jour, il documente. Une photo, une trace. Il se nourrit essentiellement de street food avec des vendeurs ambulants ou bien se fait livrer sa nourriture par des restaurants ou des épiciers. La règle est claire, n'entrer dans aucun bâtiment. Et ça marche. En septembre 82, Sam boucle son expérience. Après son expérience, Sam n'est ni riche, ni célèbre, ni même reconnu officiellement. Il vit toujours en immigré clandestin, sans visa, sans statut, dans un flou administratif. Mais dans le milieu underground de New-Yorkais, sa légende monte doucement. Il commence à être vu comme un ovni total. Un mec qui n'explique jamais ses performances, qui les documente mais ne les vend pas, qui ne triche jamais, et qui s'impose des règles impossibles pour rien. Et c'est là qu'arrive Road Peace. Ouais, je sais, ça commence à faire beaucoup. On peut commencer à se dire que c'est un sacré tordu. Sam décide de tenter une expérience plus extrême. Cohabiter. Il choisit une partenaire, Linda Montano, une artiste aussi perchée que déterminée. Et ensemble, ils font un pacte étrange. Vivre attachés par une corde pendant un an. Une vraie, 2,50 m de liberté surveillée. Pas une métaphore, pas une image symbolique. Non, une corde en coton bien solide, nouée autour de leur taille. Ils vont partout ensemble, ils dorment dans le même appart, ils prennent le métro, vont faire des courses, traversent la ville comme deux ados punis par un concept. Mais ils ne doivent jamais se toucher. Jamais. Pas un bisou, pas une tape sur l'épaule, pas un câlin d'encouragement après une journée pourrie. Rien. Deux êtres liés comme des aimants inversés. Unis sans fusionner, proches sans contact, intimes sans tendresse. C'est un enfer logistique. Faut marcher au même rythme, s'accorder sur les coins pipi, faire la queue chez le boucher avec 2,50 m de tension passive-agressive entre eux. Et là, on comprend que le sujet, c'est plus la performance, c'est le couple. Le couple moderne, relié par des fils invisibles, des agendas partagés, mais parfois incapables de vraiment se toucher. Et cette corde, elle devient un miroir. Elle parle de cohabitation, de compromis, de distance émotionnelle, et de cette tension silencieuse qu'on ne verbalise jamais. Et Sam, fidèle à lui-même, ne cherche pas à expliquer. En fait, si ça se trouve, le mec s'est dit « Je vais faire des trucs bizarres et difficiles en même temps, comme ça les gens seront persuadés que ça a du sens, alors que non. » Il dira dans une interview « Celle-là était vraiment dure. Pas à cause de la corde, mais à cause de la condition humaine. » 1985.
Bon, celle-là, Sam est fatigué. Pas juste physiquement, fatigué du concept, du regard extérieur et de la répétition. Il commence à sentir que l'art l'engloutit. Il est encore illégal aux États-Unis, vit toujours en marge, sans papier, sans visibilité. Il ne vend rien, il ne vit pas de son art et pourtant il est devenu son art. Alors cette fois, il va faire l'inverse. Pas d'exposition, pas de performance, pas de peinture, pas d'art. Pendant 1 an, il s'engage à ne pas créer, ne pas parler d'art, ne pas entrer dans une galerie, ne pas lire un mot sur l'art, ne pas regarder d'art, ne pas penser à l'art. En gros, faire de l'art en arrêtant d'en faire. Ça peut paraître un peu tordu comme ça, mais c'est un peu comme si t'étais musicien, tu pratiquais beaucoup, et du jour au lendemain, tu te disais que pendant 1 an, t'allais absolument ne rien créer. Et ça donne quoi? Rien, mais vraiment rien. Aucune image, aucune trace, pas même un ticket de métro à noter. Le dossier final de la performance contient un simple texte. Après l'année du vide, du non-art, Sam est épuisé, invisible, toujours sans papier, toujours hors système. Il commence à se faire connaître, mais sa notoriété reste marginale, presque clandestine. Il a tout donné, et paradoxalement, c'est dans ce moment de vide que quelque chose naît. Le concept. 13 ans en silence. Un jour, en 1986, Sam rédige un contrat sur papier. Comme pour ses autres performances, il écrit « Je créerai de l'art durant cette période, je ne la montrerai à personne ». Du 31 décembre 1986 au 31 décembre 1999, il s'engage à créer, réfléchir, expérimenter, mais sans en parler, sans rien montrer, sans preuve. Alors, pourquoi 13 ans? Parce que c'est absurde, parce que c'est long, parce que ça dépasse tout cadre humain raisonnable, parce que ça met tout le monde mal à l'aise. Et surtout, parce qu'il veut tuer l'idée d'attente. Ne rien donner à voir, mais dire « je suis là ». Pendant 13 ans, Sam vit à New York, toujours dans l'ombre. Il obtient finalement son statut de résident légal aux États-Unis en 1988, après presque 10 ans de clandestinité. Il travaille pour vivre discrètement, il ne donne aucune interview, il ne produit aucune œuvre visible, il tient son engagement. Il devient un fantôme artistique, présent mais silencieux, actif mais invisible, un peu comme un prout. Et à la fin, le 31 décembre 1999, Sam publie un simple document, un dossier scellé, une date et ces mots. J'ai passé le temps. Aucun détail, aucune œuvre révélée, juste la trace que le temps est passé. Après 99, Sam arrête complètement les performances. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une disparition, c'est une nouvelle forme de présence. Il l'annonce clairement, je ne fais plus d'art. Pas de comeback, pas d'ultime performance surprise, c'est fini pour de bon. Il se recentre, il retourne à une vie simple, vivant à Brooklyn, travaillant parfois comme ouvrier ou restaurateur de meubles anciens. Il s'exprime très peu, sauf dans de rares interviews. Il observe le monde sans besoin de commenter. Il devient une figure culte du monde de l'art sans le vouloir. Il est étudié dans les écoles d'art du monde entier, exposé au MoMA, à la Tate, à la Biennale de Venise. Considéré comme un philosophe du geste, salué par des artistes contemporains majeurs. Il accepte les hommages et refuse les interprétations. Une de ses rares phrases à propos de ses performances: je n'essayais pas de dire quelque chose, je faisais juste du temps. Il publie finalement un livre archive en 2009, intitulé Out of Now. Le livre revient sur ses œuvres, mais avec presque aucun commentaire de sa part. Juste des faits, des documents, des traces du temps. Aujourd'hui, Sam est vivant, il a plus de 70 ans et il continue de se taire. Sam n'a jamais cherché à briller, il a juste vécu, lentement, silencieusement. Il n'a pas vendu de rêve, il a vendu du vide, et c'est ça qui est beau. Parce qu'au fond, il a peut-être dit la chose la plus simple. Tu veux faire une œuvre? Commence par être vivant. Ce qui est beau avec Sam, c'est que malgré le temps passé, il n'est jamais revenu sur ses expériences pour les expliquer ou pour vendre un quelconque sens. Comme s'il laissait le choix au spectateur d'y voir ce que chacun voulait y voir. Comme si même le vide pouvait ressembler à du sens.